Bonjour chers étudiants de SMI S3, je suis votre professeur de probabilité statistique. Mon nom c'est Jarar Loulidi Abdelrahman, je suis attaché au département de mathématiques de la faculté des sciences d'Almerez. Avant de commencer le cours de probabilité statistique, on peut vous donner une introduction générale, puis le plan du cours. On peut dire d'une manière très simple que le cours de probabilité statistique va se faire en deux parties. La première partie, ça concerne les probabilités. La deuxième partie, ça concerne la statistique. Alors, la première partie qui concerne la probabilité, on peut dire que la probabilité est une méthode de modélisation mathématique. Et le côté statistique que je vais faire avec vous, c'est tout simplement l'application des méthodes probabilistes, bien sûr. Le côté statistique que je vais, parce que normalement quand on parle du côté statistique, il y a plusieurs parties du côté statistique. Et on peut dire qu'il y a tout simplement deux classes de statistiques. Il y a la statistique descriptive. Cette démarche, ça consiste tout simplement à résumer l'information qui se trouve dans les observations par des tableaux, des représentations graphiques, calcul de quelques paramètres de position et de dispersion. Et parfois, il y a d'autres paramètres qu'on peut ajouter, comme les paramètres de forme, d'asymétrie et d'aplatissement. Ça, c'est une partie que je ne vais pas traiter avec vous parce que normalement, ne fait pas partie du programme que vous avez en S3, tout simplement pour les SMI. La deuxième classe, ou la deuxième partie, c'est-à-dire concernant la statistique, c'est la statistique inférentielle. Parfois, on peut l'appeler statistique inductive ou bien statistique décisionnelle. C'est une démarche qui consiste tout simplement à faire des prévisions et de prendre une décision à partir des observations. Ça, c'est tout simplement le côté probabilité statistique. Maintenant, concernant l'application de cette matière de probabilité statistique, qui est devenue une matière ou bien un domaine qui englobe toutes les sciences, je vais vous citer quelques exemples dans lesquels on trouve les probabilités statistiques. On peut trouver ça en économie, en assurance et en finance. On peut trouver ça aussi en biologie, en médecine. Sciences de la Terre, sciences de la vie, bien sûr, c'est la biologie. Prévision météorologique, exploration pétrolière. Sciences humaines, ça concerne tout simplement enquête d'opinion, sondage, études de population. Sciences de l'ingénieur, contrôle de qualité, sûreté de fonctionnement, évaluation des performances. Et surtout sciences de l'information, c'est-à-dire ça concerne les informaticiens. Je vais vous donner une petite liste qui n'est pas exhaustive, c'est-à-dire on peut trouver d'autres domaines du côté informatique dans lequel on trouve probabilité statistique. Il y a le traitement des images et des signaux, forme de parole et de forme, machine learning. On peut trouver ça aussi dans les réseaux de neurones et dans l'intelligence artificielle. Voilà, donc c'est-à-dire pour vous, en tant qu'étudiant de SMI,
c'est-à-dire vous faites beaucoup d'informatique, il ne faut pas croire que tout simplement c'est l'informatique qui va... Il faut s'intéresser aussi au côté probabiliste et statistique parce que normalement, on utilise ça dans le domaine de l'informatique et énormément. Maintenant, comme je viens de le dire, pourquoi on utilise les probabilités? Parce que, tout simplement, l'information que nous disposons n'est pas complète. Elle est tout simplement partielle. Et quand on n'arrive pas à connaître certaines choses, c'est-à-dire il y a de l'aléatoire derrière. Et quand il y a de l'aléatoire, il faut utiliser les probabilités. On vous donnera les démarches et la méthode qu'il faut utiliser pour calculer les probabilités. Bien sûr, avec quelques propriétés qui sont très utiles, parce que normalement, à votre niveau, on ne va pas faire la théorie des probabilités, parce que si on fait la théorie des probabilités, ça reste trop théorique. Alors, on va essayer de vous donner tout simplement quelques notions fondamentales de probabilité qui vont vous permettre de comprendre l'intérêt et l'utilisation des probabilités dans l'informatique. Alors, les probabilités, donc ça, je ne vais pas revenir sur l'histoire des probabilités parce que normalement, les probabilités sont nées avec le hasard, les jeux de hasard. Après, ça s'est développé et on est arrivé à une définition théorique des probabilités à l'aide de Kolmogorov. Maintenant, ça c'est l'introduction. Comme je viens de citer tout à l'heure, en vous disant qu'il y a deux classes de statistiques, parce que normalement, statistique c'est le côté appliqué. Déjà parlé de la première classe statistique descriptive, après la deuxième classe c'est inférentielle. On peut vous donner une petite remarque, probabilité contre statistique. Alors quelle est la signification, quel est l'intérêt des probabilités statistiques? Donc ce sont deux domaines complémentaires, si vous voulez. La statistique repose sur l'observation de phénomènes concrets et utilise les probabilités comme outil d'analyse et de généralisation. Par contre, la théorie des probabilités permet de modéliser efficacement certains phénomènes aléatoires et d'en faire l'étude théorique. Voilà ce qui concerne l'introduction de ce cours. Maintenant, je vais vous donner le plan tout simplement de la première partie qui concerne les probabilités. Je vais appeler chapitre 0 parce que normalement c'est une petite introduction qu'on utilise souvent, c'est le dénombrement, ou bien on l'appelle parfois l'analyse combinatoire. C'est une partie très fondamentale, ça permettra de calculer tout simplement un certain nombre de résultats qui vont nous aider pour calculer les probabilités. Après, il y a le chapitre 1, c'est l'espace de probabilité. Donc là, c'est tout simplement, c'est le calcul, on va parler de calcul des probabilités. Le deuxième chapitre, ce sont les variables aléatoires sur un espace fini ou dénombrable. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les variables aléatoires finies, discrètes finies ou dénombrables infinies dénombrables. Il y a les variables aléatoires réelles, c'est-à-dire dans le cas continu, pour lesquelles on va utiliser tout simplement une certaine fonction, ce qu'on appelle densité de probabilité. Vecteur aléatoire, c'est la généralisation de tout simplement de variables aléatoires. Mais on va se contenter tout simplement d'un vecteur de deux variables, pour simplifier les choses. Chapitre 5, convergence. C'est la convergence, parce que normalement, quand on a une suite de variables aléatoires, on peut s'intéresser à la convergence de cette suite de variables aléatoires. Après, il y a la loi des grands nombres. Fonction caractéristique, convergence en loi. Et TCL, c'est tout simplement le théorème central limite. Et ça, c'est un théorème qui est fondamental dans l'application. Voilà, d'une manière très générale, ce que je vais traiter avec vous
dans cette partie de probabilité. Une fois cette partie terminée, quand je vais arriver à la partie B, statistique, je vais vous donner aussi le plan du cours. Maintenant, le dénombrement ou calcul ou l'analyse combinatoire, quel est l'intérêt? Tout simplement, c'est parfois on a plusieurs résultats, on fait une expérience qui contient, formée par plusieurs étapes, et à partir de là, il faut déterminer le nombre de résultats possibles. Alors, quel est l'intérêt du dénombrement? C'est tout simplement de trouver les différentes dispositions que l'on peut former à partir d'un ensemble d'éléments. Donc, c'est sous-ensemble ordonné ou bien non ordonné. Voilà. Le premier principe, c'est ce qu'on appelle le principe multiplicatif. Alors, quel est ce principe multiplicatif? Tout simplement, je vais lire, après je vais essayer de donner une explication très simple. Supposons que vous faites une expérience, et cette expérience comporte deux étapes. La première vous donne petit p résultats possibles, et chacun des résultats donne lieu à q résultats possibles. C'est-à-dire la première étape vous donne p résultats et la deuxième étape vous donne q résultats. Alors l'expérience contient tout simplement p fois q résultats possibles. Ou d'une manière générale, si un événement A peut se produire de P façon, et si un autre événement B peut se produire de Q façon, la réalisation de A suivi de B peut se produire de P. Donc là, j'ai parlé de événements. Je vais vous donner par la suite, c'est-à-dire au moment où je vais parler dans le chapitre 1 concernant les probabilités, je vais vous donner la signification ou la définition exacte d'un événement. Maintenant, regardons un exemple très simple. Je suppose que j'ai une urne, ou bien un sac, qui contient 4 boules. Il y a une boule rouge, une boule blanche, une boule noire et une boule verte. On effectue 2 tirages successifs, c'est-à-dire premier suivi du deuxième avec remise. Combien y a-t-il de résultats possibles? Alors c'est 4 fois 4 est égal à 16 résultats possibles. Pourquoi? Parce que si vous utilisez la première expérience va vous donner 4 résultats possibles, c'est-à-dire vous avez soit de tirer une boule rouge, soit blanche, soit noire, soit verte. Une fois la boule tirée, il faut la remettre, donc il faut noter le résultat, il faut la remettre dans le sac ou bien l'urne et vous allez procéder au deuxième tirage. Et le deuxième tirage va vous donner aussi 4 résultats. Donc au total, on a 16 résultats possibles. Voilà l'intérêt de cet exemple pour simplifier tout simplement le principe multiplicatif. Maintenant, si je vais utiliser une expérience, donc expérience E, et cette expérience, je vais la répéter n fois de façon indépendante. C'est-à-dire, c'est la même expérience qui va se répéter n fois, et quand on dit indépendante, c'est-à-dire avec l'une après l'autre, indépendamment. C'est comme si vous avez un sac dans lequel vous avez des boules, et on va retirer
n boules, mais avec remise à chaque fois. Donc, c'est-à-dire, la première expérience va vous donner P résultat, la deuxième expérience P, et la dernière expérience va vous donner P résultat. Donc, au total, vous allez avoir P fois P fois P, qui est égal à P à la puissance n résultats possibles. Donc, voilà, ça c'est le principe multiplicatif. On peut simplifier ça en utilisant tout simplement un arbre avec des branches qui vont vous donner tout simplement les résultats à comptabiliser. Deuxième principe, sont les permutations sans répétition. Alors, pour calculer, pour donner la définition générale, on va commencer par un exemple introductif qui est très simple. Supposons que nous possédons 3 lettres de l'alphabet, petit a, petit b, petit c. Alors les permutations possibles, c'est-à-dire ça revient tout simplement à classer ces 3 lettres de plusieurs manières. Alors si j'arrive à les placer ou les classer, l'ordre n'a pas d'importance. Alors je peux écrire ABC, je peux écrire ACB, BAC, CAB, CBA, BCA, c'est-à-dire j'ai 6 résultats possibles. Voilà, donc ça c'est un exemple qui consiste à permuter 3 objets qui sont A, B et C. La définition générale, supposons que maintenant nous possédons n éléments et qu'on va permuter ces n éléments. C'est-à-dire qu'il faut trouver tous les cas possibles de les disposer, de les placer. Alors, vous avez tout simplement les résultats possibles, donc les permutations on note par P, et indice petit n, ça veut dire qu'on répète l'expérience ou bien on a n éléments. Alors le nombre et on peut mettre entre parenthèses par convention mathématique que factoriel 0 est égal à 1. Alors si on essaie de voir ça plus clairement, c'est-à-dire ça c'est une petite démonstration qui est simple et rapide, supposons que vous avez A1, A2, AN objets. Donc si j'essaie de placer le premier, A1, c'est comme si je suis en face d'une étagère qui contient n boîtes. Donc j'ai n cases. Pour le premier élément, j'ai n possibilités de le caser. Une fois que cette case est remplie, il va me rester n-1 case, c'est-à-dire le deuxième élément aura tout simplement n-1 case possibilité à le placer, et ainsi de suite. Et le dernier, il y a seulement une seule case vide, donc il y a une seule possibilité de caser le dernier. Donc j'ai n fois n-1 fois n-2 jusqu'au dernier terme, c'est-à-dire jusqu'à 1. Ça me donne tout simplement factoriel n. Voilà tout simplement ce qu'on appelle permutation sans répétition. C'est-à-dire sans répétition, les éléments sont différents. Maintenant, je donne l'exemple très simple, c'est-à-dire vous avez 4 individus. De combien de manières peut-on les classer? Donc, c'est-à-dire, on a tout simplement factoriel 4 qui est égal à 24 possibilités de les classer. Maintenant, ça c'est un exemple qui est classique, très simple, parce que quand on parle de permutation, c'est de caser les individus, mais il faut les caser d'une manière linéaire. Mais il arrive parfois, si vous avez des individus à placer, et on essaie de les mettre autour d'une table,
ronde. Alors, quand on a, par exemple ici, pour simplifier, on a pris 6 personnes qu'on va placer autour d'une table ronde, ce n'est pas factoriel 6, mais normalement c'est factoriel 5. C'est-à-dire c'est n moins 1 factoriel. Ça, c'est très simple à voir. Alors, pour bien comprendre pourquoi, il suffit de prendre tout simplement 3 personnes, que vous pouvez noter la personne grand A, la personne B et la personne C, et vous essayez de les mettre autour d'une table ronde. Si vous faites ça, donc si vous prenez la définition générale des permutations, ça va vous donner factoriel 3, et factoriel 3 c'est égal à 6. Donc après, on peut dessiner les tables avec les 6 possibilités, et si on compare les tables, il arrive à que nous trouvons des tables qui sont identiques, donc il faut les écarter. Il va vous rester tout simplement factoriel 2, c'est-à-dire il reste tout simplement 2 tables, et 2 tables c'est factoriel 2. C'est-à-dire au lieu de travailler avec 3, on a tout simplement 2 possibilités. Voilà tout simplement ça si on parle de permutation autour d'une table. Maintenant, les arrangements sans répétition. Donc, arrangement. Si vous regardez les permutations, c'est-à-dire on a travaillé avec l'ensemble des individus que nous possédons, maintenant, on va travailler seulement avec une partie des individus. Donc là, pour simplifier les choses, je prends toujours les 3 lettres ABC, mais je vais prendre seulement 2 lettres différentes. Donc, combien y a-t-il de mots de 2 lettres différentes parmi ces 3? Alors, je peux écrire AB, BA, AC, CA, BC, C. Il y a 6 mots de 2 lettres. C'est ce qu'on appelle arrangement de 2 éléments parmi 3. Donc, d'une manière générale, un arrangement de P éléments parmi N est une disposition ordonnée. Donc, c'est-à-dire, quand on parle d'arrangement, il faut toujours penser un ordre à respecter, c'est-à-dire AB, ce n'est pas la même chose que BA. Alors, si je veux ranger P éléments parmi N, à ce moment-là, je vais écrire grand A pour déterminer bien sûr le nombre d'arrangements possibles. Grand A, c'est comme arrangement. Il y a P, petit p parmi N, c'est-à-dire le nombre d'arrangements de P éléments parmi N, c'est égal à factoriel N divisé par factoriel N moins P. Voilà tout simplement la formule générale qu'on peut exploiter afin de déterminer le nombre d'arrangements sans répétition. Parce que normalement, il existe des arrangements avec répétition. Maintenant, on peut donner une petite démonstration. La première place, c'est-à-dire, c'est comme si vous avez des cases, et dans ces cases, il faut mettre les P éléments que vous allez choisir parmi les N. Donc, si je prends pour la première place, j'ai N possibilités à caser le premier élément. Le deuxième élément aura N-1 place, possibilité, et le pème élément aura N-P plus 1 possibilité, et vous faites la multiplication, et ça va vous donner tout simplement N factoriel sur N-P factoriel. Maintenant, un exemple très simple. On veut accéder à une banque de données.
Donc là, pour accéder à une banque de données, il faut 4 lettres différentes. La question qui se pose, combien de mots de passe, c'est-à-dire on s'intéresse au nombre de mots de passe pour ouvrir cette banque de données, il faut avoir combien de mots de passe. Alors, pour avoir le nombre de passes, c'est tout simplement, ce sont des arrangements de 4 parmi 26. Parce qu'il faut choisir 4 lettres de l'alphabet parmi les 26 lettres de l'alphabet. Parce que dans l'alphabet, vous avez 26 lettres, et parmi ces 26 lettres, il faut choisir seulement 4 pour trouver le mot de passe. Donc, c'est-à-dire, on aura tout simplement 258 800 possibilités de choisir 4 lettres parmi les 26. Un autre exemple, on va prendre 12 candidats qui vont se présenter aux élections d'un conseil d'administration, bien sûr, ou bien des personnes qui vont se présenter à une commission, et on veut choisir, c'est-à-dire on veut choisir seulement 8 parce qu'on a 8 places différentes. Alors combien de listes possibles y a-t-il? Donc c'est tout simplement, c'est choisir 8 parmi 12, ce sont des arrangements, parce que l'ordre est très important. Alors ça fait factoriel 12 sur factoriel 4. Et il suffit de calculer le résultat tout simplement. Un arrangement avec répétition de P éléments parmi n, c'est une disposition ordonnée de P éléments avec autant de répétitions que l'on souhaite. Le nombre d'arrangements avec répétition, c'est tout simplement n à la puissance P. Pour bien comprendre ça, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, supposons que je vais prendre tout simplement 3 éléments de l'alphabet qui sont A, B et C. Et parmi ces 3 lettres de l'alphabet, je vais choisir seulement 2 lettres. Mais avec répétition, c'est-à-dire je peux choisir la première lettre A. Une fois que j'ai choisi, je peux utiliser ce A une deuxième fois. C'est-à-dire, j'ai 3 possibilités pour choisir la première lettre, soit ABC. La lettre choisie au début, je peux la remettre dans le paquet et choisir une deuxième lettre une deuxième fois. Donc là aussi, j'ai aussi 3 possibilités qui vont me donner 3 à la puissance 2. Donc ça, c'est ce qu'on appelle arrangement avec répétition.